Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue dans ce 22h dont voici les grands titres. La fièvre hémorragique à virus Ebola est circonscrite. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce mercredi la sortie du dernier patient du CTP de Zérékouré et toutes les chaînes de transmission de la maladie pourraient être ratissées dans les jours à venir selon le représentant de l'OMS en Guinée. Dans un pays qui a connu un nombre considérable de manifestations sociopolitiques ces dernières années, comment empêcher la manipulation des jeunes désœuvrés? Dans le reportage de Mamadou Sadio Baldé, vous verrez le financement des micro-projets et l'encadrement de cette couche semblent être les solutions pour éviter les violences politiques. Vous le savez, la Guinée a validé son billet pour le Cameroun en s'imposant contre le Mali dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On revient dessus. On parlera également du retour à Conakry de KPC, candidat au congrès électif de la FEGIFOOT, mais aussi du badminton, un sport demain peu connu en Guinée. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Toutes les chaînes de transmission de la maladie à virus Ebola pourraient être ratissées dans les jours à venir. C'est du moins ce que déclare le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Dans un entretien accordé à notre rédaction, Dr Georges Alfred Kizerbo est aussi revenu sur les démarches qui ont abouti à la circonscription de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il a par ailleurs fait un point de la situation de la Covid en Guinée. Le compte-rendu de cet entretien, c'est avec Ali Badara Kamara. Il y a 3 semaines qu'aucun cas d'Ebola n'a été constaté par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires du système des Nations Unies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce résultat est obtenu grâce à une approche coopérative et intégrée de la coordination de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la sous-région. C'est aussi grâce à la forte implication des communautés dans la riposte contre le virus Ebola. Donc la situation actuelle, avec cette mobilisation très rapide, le déploiement de moyens sur le terrain pour la surveillance des contacts, le suivi des chaînes de transmission, la prise en charge, la prévention et le contrôle de l'infection dans les formations sanitaires et dans la communauté, l'engagement communautaire ont abouti vraiment à une situation assez stable actuellement, puisque depuis 3 semaines, aucun nouveau cas confirmé n'a été déclaré. En 2014, 25 000 cas d'Ebola, soit 11 000 décès, ont été enregistrés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Pour éviter le pire à la résurgence cette année en Guinée, l'OMS a réactivé son plan de riposte international contre la maladie dans la sous-région. Et il a été retenu que tous les moyens devaient être mis en œuvre au niveau du pays, de la région, mais aussi au niveau international pour éviter le désastre de la dernière épidémie de 2014 à 2016. À ce jour, 14 décès confirmés d'Ebola ont été notifiés dans le pays et 120 personnes ont reçu le vaccin le 22 mars dernier, soit un cumul de 4025 personnes vaccinées, confirme l'OMS. Les vaccins ont été disponibles 8 jours seulement après la déclaration de l'épidémie. La campagne de vaccination a commencé presque immédiatement et actuellement on a plus de 4225 personnes qui ont été vaccinées, donc les contacts des malades, les contacts éloignés, mais aussi le personnel de santé. Par rapport à la gestion du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé en Guinée pense que les mesures de prévention contre la Covid sont strictement observées par la population guinéenne. Il faut associer les mesures de prévention aux technologies comme les vaccins qui sont en train d'être mises en œuvre progressivement dans les pays afin qu'une bonne partie de la population soit protégée. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a conclu en disant que d'ici le mois de mai, la Guinée recevra 834 000 doses de vaccins
contre la Covid. Et depuis 2014, des observateurs se posent la question sur l'origine de la fièvre hémorragique à virus Ebola, mais jusque-là, aucune réponse claire n'a été donnée par les autorités sanitaires sur la question. Georges Alfred Kizerbo donne quelques précisions. Au moins 2 laboratoires en Guinée et l'Institut Pasteur de Dakar, d'autres laboratoires aussi en Europe, ont contribué au séquençage, c'est-à-dire à la lecture en fait du génome, du matériel génétique de ce virus-là, pour le comparer à celui de la précédente épidémie. De cette comparaison, il y a des hypothèses qui sont ressorties, qui tendent à croire qu'il y a une grande proximité entre les deux identités génétiques des virus de cette flambée et de celle de 2014. À partir de là, on ne peut pas exclure que le virus ait pu persister dans un réservoir pendant ce temps. C'est une hypothèse, et en particulier dans un réservoir humain, à travers peut-être le portage asymptomatique du virus, qui pourrait peut-être, dans certaines circonstances, se réactiver. En ce qui concerne le Covid-19, le premier tour de la campagne de vaccination se poursuit dans les différentes communes de la capitale. Cette vaccination s'inscrit dans le cadre de l'éradication de la maladie en Guinée. Des personnes âgées de 60 ans et plus sont concernées. Comment l'opération se déroule? Quelle est l'affluence? Notre équipe a fait un tour pour le constat. Mariam Foudé Kamara, Aliouba. Dans les communes de Kaloum, Dixine, Matam, Ratoma et Matoto, les dispositifs de vaccination contre la Covid-19 sont perceptibles dans les endroits retenus à l'effet. Elle est gratuite et concerne pour un premier temps les personnes âgées de 60 ans et plus, selon le communiqué du ministère de la Santé à travers l'ANSS. À Kaloum, pas d'engouement. Les personnes cibles viennent au compte-gouttes pour se faire vacciner. Ce manque d'engouement s'explique par le manque d'informations, selon la directrice communale de la santé de Kaloum. Hier, on a eu à vacciner pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Et au total, on a eu 43 personnes, ce qui est vraiment un peu bas. Depuis la direction jusqu'au site ici, les populations ils viennent au compte-gouttes. Cette dame vient de recevoir sa dose de Sputnik V. Elle invite les personnes de son âge à faire pareil. On ne doit pas s'entêter pour prendre ce vaccin. Ce vaccin est très important. Nous prions tous Dieu pour qu'il éloigne cette maladie. Donc il faut se vacciner pour se protéger de la maladie. Dixine est la commune qui regorge le plus grand nombre de cas de Covid-19 selon les statistiques de l'ANSS. Au CMC de la Minière, les statistiques sont plus ou moins encourageantes. Contrairement à Kaloum, ici, 120 personnes ont déjà pris leur première dose de vaccin. Il faut reconnaître qu'à Dixine, il y a de l'engouement dans les sites. Au niveau du personnel de santé, on a enregistré 35 agents vaccinés. Et de ce matin à maintenant, là, on a 85 agents vaccinés. Pour ces premières opérations de vaccination, c'est le vaccin Sputnik V et Sinopharm qui sont administrés. Les responsables des centres de santé et les conseils de quartier invitent leurs citoyens à adhérer à la campagne pour rompre la chaîne de transmission du coronavirus en Guinée. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia aurait-elle un effectif supérieur à sa capacité d'accueil? La question interpelle le président de la République. Alpha Condé a instruit au vérificateur général de Guinée de procéder à un contrôle pour déterminer la cause de la pléthore des étudiants dans les amphithéâtres. Malik Sengana Kamara nous signe ce reportage. Chaque année, les institutions d'enseignement supérieur du pays reçoivent de nouveaux étudiants. Les orientations sont faites en fonction des notes obtenues par les bacheliers, mais aussi selon les capacités d'accueil exprimées par les institutions. L'opération de cette année concernait le bac de l'année en cours et les 2 dernières sessions. Il en est de même pour ceux-là qui n'avaient pas pu prendre part à l'opération, donc 2020, 2019 et 2018. Sous les 39 825
38 096 se sont présentés et étaient dans toutes les normes d'orientation. Ils ont été orientés dans les institutions d'enseignement supérieur et dans les écoles normales d'instituteurs via la plateforme GUPOL. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, après répartition, a reçu 8 799 nouveaux étudiants, toutes options confondues. Ici, les classes et les amphithéâtres sont pleins à craquer. Les conditions d'apprentissage laissent à désirer. Des étudiants qui souhaitent avoir une bonne place dans la salle au risque de suivre les cours par la fenêtre sont obligés d'être matinaux. Cette pléthore dans ce temple du savoir chargé de former les futurs cadres du pays inquiète et interpelle le président de la République, professeur Alpha Condé. Le premier magistrat a donc chargé le vérificateur général de procéder à un contrôle de la régularité des inscriptions à l'UGLC. Cette mission s'intéressera aux résultats du baccalauréat de chacune des années académiques 2018, 2019 et 2020. Ensuite, vérifier les listes nominatives d'orientation des étudiants au cas par cas. Dans cette lettre émise par le vérificateur général de la République adressée au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à part l'université de Sonfonia, aucune autre université n'est pour le moment concernée par le contrôle. Par ailleurs, d'après les résultats des orientations de cette année, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a reçu 2795 étudiants orientés. L'université Julius Nyerere de Kankan, 5762. L'université de Kindia, 6580. L'université de l'Abbé, 1778. L'université de Zérikore, 1840. L'Union pour le progrès de la Guinée prépare son 5e congrès électif prévu pour mi-mai. Ce jeudi, le président Jean-Alfred Matos a présidé la réunion préparatoire. Il reconnaît lui-même que l'UPG traverse une profonde crise. Il invite ainsi tous les militants à œuvrer pour la préservation des valeurs laissées par le regretté Jean-Marie Doré. Il faut préciser que les partisans de Jacques Bonemou n'ont pas tardé à qualifier le camp de Matos de dissidents. Coup de filet réussi, la police vient d'intercepter un gros lot de documents administratifs et des cachets contrefaits par des particuliers. Pas seulement, il y a eu également du matériel informatique qui servait, selon les agents du trafic, au nombre de 7. Ces personnes ont été présentées cet après-midi à la direction centrale de la police judiciaire. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. Après de longs moments d'attente, le mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée entend reprendre ses manifestations de rue lundi prochain à Kankan pour réclamer de nouveau la construction d'un barrage hydroélectrique. Ces jeunes déterminés reprochent au gouvernement le non-respect des engagements pris vis-à-vis d'eux. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, nous fait le point. Le 5 septembre dernier, le mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée a obtenu une trêve avec le CDDoudia numéro 4 en mettant un terme à toutes ces manifestations de rue pour la construction d'un barrage hydroélectrique. 2 mois après l'expiration du délai qu'on leur a accordé pour la satisfaction de leurs réclamations, ces jeunes comptent investir de nouveau les rues de la ville de Kankan le 29 mars prochain pour se faire entendre. Nous voulons réclamer notre droit. Parce que tout ce qu'il nous a dit, le moment qui a été passé, on a vu que tout c'était faux. Parce qu'il nous a dit, quand le président sera élu, dans 1 ou 2 mois, ça trouvera que le barrage a commencé. Tout ce qu'on a vu comme conclusion, on n'a vu rien. Après, on a vu la déclaration de Damaro que Kankan va avoir un barrage en gaz. Donc vraiment, ça n'a pas nous plaît du tout. Parce qu'on a un moteur à mazout ici, moteur à gasoil, moteur à tout. Ce qu'on veut maintenant, c'est le barrage. Avez-vous adressé une demande d'autorisation de marche aux autorités communales? Le sortie qu'on a fait depuis avant là, ils n'ont pas accordé. Quand même, on va le donner, quand on va sortir, on va sortir. On va sortir pour une marche pacifique. Quand même, maintenant, c'est eux qui nous attaquent d'abord. Maintenant, quand on sort d'une marche pacifique, ils vont nous gazer. Maintenant, automatiquement, je n'ai pas... Par ailleurs, il en appelle au soutien de la population tout entière
dans cette lutte qu'il qualifie de légitime. D'abord, moi je m'adresse à la population de la Haute-Guinée, particulièrement Kankan. C'est le Kankan qui est le capital de la Haute-Guinée. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'eau à Kankan ni courant. Donc toute la jeunesse et toutes les femmes qui sont à Haute-Guinée, vraiment, on vous appelle à tout le monde de venir dimanche le 28 à l'Assemblée générale pour échanger. Lundi, on va sortir, s'il vous plaît, abondé. On reste à Kankan où le corps sans vie d'un homme âgé d'une 60aine d'années a été retrouvé ce mercredi au quartier d'Alako dans la commune urbaine de Kankan avec un montant de 307 000 francs guinéens qu'il portait sur lui. À en croire Dr Abdoulaye Kaba, le médecin légiste, la soixantaine ne présentait aucune lésion d'agression physique ni de fracture sur son corps, ce qui va sans dire selon lui que cette mort est une mort naturelle. Après la pulvérisation du corps par le service de la Croix-Rouge, la dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital régional de Kankan en attendant que ses parents ne soient retrouvés. Petite précision, nous revenons sur l'élément de Djibril Ba. Nous reviendrons dessus dans nos prochaines éditions d'information. Les manifestations sociopolitiques de ces dernières années ont pour cause la pauvreté accentuée. Les jeunes au centre de tous les mouvements sont souvent désœuvrés. Le financement des micro-projets et l'encadrement de cette couche peuvent aider à éviter les violences politiques que le pays a connues ces 3 dernières années. Le reportage de Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara est rendu en studio par Fatoumata Bintabari. 500 jeunes sont concernés par le projet d'insertion socio-économique et 150 sont dans la commune de Matoto. Aider ces jeunes à se prendre en charge peut contribuer au maintien de la paix et la cohésion sociale. On veut les aider à s'intégrer dans la dynamique socio-économique de leur localité, de leur commune, de leur quartier, à travers le développement des activités génératrices de revenus. 30 initiatives soumises et validées. Chaque groupement, en fonction de son profil, va être accompagné et encadré. Faut-il souligner de passage que des projets individuels ont retenu également l'attention des partenaires. Il y a Taxi Moto, comme vous venez de le voir. Il y a également les activités de saponification. Il y a le commerce. Et il y a d'autres activités aussi que les autres jeunes qui sont retenus, n'est-ce pas, dans ce programme-là sont en train de mener. Les autorités de la mairie et les services de sécurité se disent réconfortés. Un tour dans les services de traumatologie de Donka, Ignace Dinesino guinéen, les images des malades couchés donnent froid au dos. Mais avec le respect du code de la route, les accidents de la circulation peuvent être minimisés. En protégeant votre tête, d'abord, en vous chaussant avec des chaussures fermées, en dotant vos motos de rétroviseur. Et n'oubliez pas d'assurer vos motos avant de les mettre en circulation, je vous en prie. L'un des groupements bénéficiaires est prêt à fructifier l'argent généré par leur moto. Nous sommes au nombre de 5 personnes. Parmi les 5 personnes, nous avons choisi une personne qui va s'en charger du bon déroulement de notre affaire. Donc nous avons eu confiance en lui. Après l'étape de Conakry, le projet prendra la direction de l'intérieur du pays, à Nzéré-Koré précisément. L'atelier de formation des 125 bénéficiaires des communes de Matam et de Kaloum en esprit d'entreprise, de prévention et gestion des conflits et citoyenneté mis en œuvre par la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie a débuté ce jeudi dans la commune de Matam. Le chef service a au nom de l'autorité communale procédé à l'ouverture du dit atelier. Compte rendu, Djene Demba Koulibaly, Abakardine Kamar. Les élections sont maintenant derrière nous. Les jeunes ont eu leur compte de désœuvrement. Certains dans des soubresauts politiques y ont même laissé leur vie. Pour la COGELPED, il y a lieu désormais d'amener cette jeunesse à être de véritables acteurs de développement. Le fondamental dans ce projet, c'est qu'il faudrait outiller ces jeunes de capacités pouvant leur permettre de devenir des acteurs de paix. C'est vrai qu'on a fini les élections, mais nous continuons à vivre les séquelles des élections jusqu'à présent. C'est vrai qu'on n'est plus dans la période post-électorale, mais nous continuons à subir les pressions parce que nous vivons dans la crise. Ce n'est un secret pour personne. Nous vivons dans une crise et les jeunes sont à la fois des acteurs et victimes parfois de ces
de ces événements. Donc il y a lieu de les renforcer, de les aider à prendre conscience de leur situation, à être indépendants, à être à l'abri de toute tentative de manipulation ou d'instrumentalisation pouvant entraver leur épanouissement et leur développement. Ils sont au total 125 jeunes qui vont dans le cadre de ce projet bénéficier des formations dans des thématiques diverses de paix et de développement. Nous avons aujourd'hui développé des modules de formation en entrepreneuriat, en gestion de conflits, en citoyenneté et en marketing. En entrepreneuriat, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces bénéficiaires seront regroupés en des groupements d'intérêt économique qui vraiment seront, comme j'ai dit dans mon discours tout à l'heure, vont aussi employer d'autres personnes dans le cadre du développement communautaire des différentes communes. La notion de prévention des conflits en période électorale a tout son pesant d'or. De leur côté, les autorités communales s'engagent à soutenir toute initiative de paix et de développement. De telles initiatives est effectivement une mission régalienne de l'autorité communale. Parce qu'il faut soutenir les jeunes, il faut les initier, il faut les faire éloigner de si peu ou de tout ce qui est possible des cas de violence, des cas de manipulation, d'instrumentalisation par les politiques. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt besoin de développement. Et le développement là, les jeunes sont les acteurs de première ligne. Ce sont donc des jeunes responsables, dévoués, pacifistes, qui sortiront de leur formation de véritables acteurs de la société civile de demain. Un atelier de planification et de plaidoyer de plan de sortie de projet ACCED a pris fin cette semaine dans la commune urbaine de Boké. C'est une initiative du CECI à travers le projet ACCED. Elle vise à amener les responsables des communes à travailler davantage pour le développement des jeunes et des femmes. C'est un reportage de Fodé Omar Kamara, d'Aïssatou Kessos et de Salifou Lifo-Sissé. Pendant 2 jours, les responsables communaux, représentants des ONG, du ministère de la Mine, de l'administration du territoire et de la décentralisation ont échangé sur la pérennisation des acquis du Centre d'études et de coopération internationale, mais aussi formulé des plaidoyers aux différentes communes de Boké pour un FODEL inclusif en faveur des jeunes et des femmes. Il était question pour nous de planifier les activités du projet, étant donné que le projet tire à sa fin. Planifier les activités, dégager les acquis du projet, afin que les partenaires de mise en œuvre que nous avons sur le terrain puissent s'approprier de ces acquis en vue de leur pérennisation. Proposer, analyser avec l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux des projets et adapter un plan de sortie et de pérennisation des acquis, les participants ont formulé un plaidoyer auprès des autorités communales et administratives pour un FODEL plus inclusif. J'ai pu faire maintenant avec mon équipe un plaidoyer auprès des 10 maires pour qu'ils acceptent d'abord faire la vulgarisation du contenu du manuel de procédure de gestion de FODEL. Ensuite, tenir en compte le volet formation des acteurs de développement que sont les jeunes et les femmes. Pour un développement harmonieux, les responsables administratifs de la préfecture se sont engagés à accompagner les jeunes et les femmes pour pérenniser les activités du FODEL dans la préfecture. Nous allons renforcer ce que les communes ont l'habitude de faire pour qu'elles fassent mieux afin que les femmes soient autonomes, afin que les jeunes soient autonomes, pour les mettre à l'abri des recherches d'emplois vaines dans des entreprises, dans des sociétés minières, des emplois incertains. À la fin de la rencontre, les responsables du Centre d'études et de coopération internationale ont procédé à la remise des trophées et des certificats aux communes lauréates du label, des communes amies des femmes et des jeunes au compte de cette 2e édition 2020-2021.
Parlons religion dans ce journal avec le khalife général de la Côte d'Ivoire qui est actuellement en Guinée. Il est venu sur invitation de l'Association des jeunes musulmans pour la paix. Le khalife originaire de Kankan a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les citoyens et les autorités. Durant son séjour guinéen, il prévoit de rencontrer le président de la République, la première dame et le ministre secrétaire général des affaires religieuses. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Cette terre est la sienne. Il foule pour la deuxième fois la terre de ses ancêtres après une première visite qui date de l'ère Lansana Conté qu'il avait personnellement invité. Grand érudit, Cheikh El Hadj Moussa Doumbouya est un sage parmi les sages de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Ses liens avec la Guinée sont fraternels. Son grand-père a quitté Kankan pour s'installer à Mans, au pays de la lagune ébriée. C'est un homme de Dieu, c'est les gens qui passent tout leur temps à prier, à adorer Dieu. Même si on ne connaît pas il y a quoi entre lui et Dieu, mais ce qu'on connaît, de façon dont nous sommes, on passe le temps à sortir, rentrer, à passer le temps à chercher de l'argent, et ils ne sont pas comme ça. Je peux vous assurer, lui, il peut faire 6 mois dans sa cour, même ses enfants ne le voient pas. Et ça, c'est pendant toute sa vie, depuis un moment. C'est-à-dire, je peux dire depuis qu'il a 45 ans, jusqu'à maintenant, on ne le voit pas. Il ne part pas dans baptême, il ne part pas dans funérailles, ni rien. Il a des disciples, lui, le chef des Karamoko. Donc, il délègue les gens là. Lui, il ne met pas sa bouche dans nos vies quotidiennes pour mentir, pour faire la trahison ou quelque chose, mais il adore seulement Dieu dans la maison. Ce matin, l'accueil était digne de l'homme. Les fidèles venus glaner des bénédictions, certains pour assouvir leur curiosité. Après un long cortège dirigé par l'Association des jeunes musulmans pour la paix qu'il a invité, il a effectué des prières et prodigué des conseils à l'endroit des citoyens et des autorités, des sensibilisations axées sur la paix et la concorde sociale. Le message que je vais donner, c'est le message de la fraternité. Même les musulmans qui sont en Guinée ici, et puis même non musulmans, nous sommes frères. Même s'il y a des partages entre nous, aux côtés de religion, mais le Dieu voulait qu'on va vivre ensemble. Donc, c'est la fraternité que je venais dire. Cheikh El Hadj Moussa Doumbouya devrait rencontrer le président de la République, la première dame et le ministre secrétaire général des affaires religieuses. Son séjour doit durer 5 jours. Kerfala Person Camara, candidat au congrès électif de la FEGIFOOT, est rentré hier à Conakry. De nombreux supporters et artistes étaient massivement mobilisés à l'aéroport pour lui réserver un accueil plus que chaleureux. Pour les artistes, après plusieurs promesses non tenues, il est temps d'essayer KPC à la FEGIFOOT. Le président candidat annonce dans la foulée que sa candidature va être déposée dans les 48 heures qui suivent. Les moments forts de son arrivée, c'est avec Paul Fatia Tunkara et Mohamed Bangoura. Jamais un congrès électif n'a suscité autant d'engouement. Des observateurs bien avertis aux supporters les plus insensés, chacun y va de son soutien. Même les artistes s'en mêlent. C'est le meilleur, il y a qui? Ils sont tous passés par là. Ils n'ont pas menti, moi je dirais, ils n'ont pas tenu à leurs promesses, tu vois. Il y a eu beaucoup de promesses, on n'a pas vu ça, donc ils n'ont qu'à essayer KPC aussi. Après 2 heures d'attente, voilà l'avion transportant KPC qui se pose sur le tarmac. Difficile de le reconnaître tant la foule est compacte, la ceinture de sécurité est infranchissable. Inutile de tenter de lui arracher un mot. De l'aéroport, le président du Afia FC et son escorte se dirigent au stade Petit Sori de 12 000 places où il est reçu par une foule en liesse qui voit en lui le sauveur du football guinéen. KPC marche lentement, puis se perche dans la tribune pour s'adresser à la foule tel un candidat confiant. Avec un sourire éclatant, il salue ses nombreux supporters mobilisés. Sans modestie aucune, fier de ses acquis et loin d'un discours populiste, il lance ceci. Aujourd'hui, KPC est un manager et j'ai prouvé ma qualité de bon manager. La Fédération guinéenne de football a juste besoin d'un bon manager. Un unificateur. Et pour cela, rassurez-vous, la candidature sera déposée dans les 48 heures qui suivent. Après le dépôt de la candidature, nous allons commencer de façon formelle notre campagne.
La campagne sera officiellement lancée le 4 avril prochain et le congrès électif se tiendra le 30 du même mois à Conakry. La publicité que nous faisons aujourd'hui, on le fait pour conscientiser ses membres statutaires à comprendre que KPC vient pour apporter la solution aux problèmes du football guinéen. On revient sur cette actualité dans cette rubrique sport. Dans ce jeudi de sport, notre rédaction s'est d'abord intéressée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020. La Guinée a validé son billet pour le Cameroun en s'imposant contre le Mali. On parlera également du retour à Conakry de Kerfala Personne KPC, candidat au congrès électif de la FEGIFOOT du badminton, un sport demain peu connu en Guinée. Plus d'explications, c'est avec Mohamed Souma. Vainqueur des Aigles du Mali, en but à 0 ce mercredi 24 mars 2021 au stade général Lansana Conté, le Sili national de Guinée a validé son billet pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Sili tentera lors de la dernière journée des éliminatoires de prendre la tête du groupe A. De la première place, le Mali peut donc se retrouver à la seconde si la Guinée remporte son match contre la Namibie. D'où le regret du sélectionneur malien. C'est avec beaucoup de regret que nous assistons à cette défaite, que nous la consommons parce que nous ne sommes pas venus pour être vaincus. C'est une victoire arrachée dans la douleur, avoue Didier Six. Cela s'explique par le manque de fraîcheur physique chez certains joueurs qui n'ont pu rallier Conakry qu'à quelques heures de la rencontre. C'était un match disputé. Après, notre milieu qui a joué il y a 2 jours, c'est peut-être ça, parce que la difficulté aussi, que ce soit pour nous ou pour le coach du Mali, c'est d'avoir un temps de récupération et aucune préparation pour les matchs. Contrairement au Mali qui a terminé la campagne suite à la disqualification du Tchad, la Guinée disputera la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche prochain contre la Namibie. Didier Six sera privé de plusieurs cadres évoluant en Europe. Il s'active déjà sur la préparation de cette rencontre qui déterminera l'identité du leader du groupe A. J'avais pensé aussi au match de Namibie où il va falloir certaines forces. Donc c'est pour ça que là, je n'est pas sur le... Et je l'ai préservé par rapport à ça. En dehors du Cameroun, pays hôte de la compétition, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, l'Égypte et la Guinée sont déjà qualifiés pour les phases finales de la messe du football continental. À noter également les Comores qui se qualifient pour la première fois de leur histoire. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine.